Bonjour à tous, bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. On va revenir bien sûr sur la grande cérémonie d'hier au Panthéon. Deux grands résistants, deux grandes résistantes dans le temple de la République. C'est un souci de parité d'abord? Sans doute aussi la volonté de la République de commencer à honorer les femmes, puisqu'elles sont très très peu nombreuses, vous le savez, au sein du Panthéon. Seules deux femmes étaient entrées au Panthéon précédemment. Donc je crois qu'il était important aussi de montrer la contribution extrêmement importante des femmes, non seulement à la résistance, mais de manière générale à la construction de notre nation. Donc je crois que c'est un beau moment pour les femmes, les féministes. Et puis j'espère qu'à l'avenir, il y aura encore beaucoup de nouvelles panthéonisations féminines. Mais justement, est-ce que la nation n'a pas besoin de grandes figures comme ça pour s'incarner? Vous savez, le principe de et le symbole même de cette cérémonie, c'est précisément de trouver des personnalités qui peuvent inspirer à la fois la nation dans son ensemble, les jeunes, toutes les générations, de montrer l'attachement aussi à des valeurs qui sont les valeurs partagées dans la République. Et c'est vrai que qui mieux que ces grandes figures de la résistance ou de l'histoire de France peut incarner cette histoire de notre République et de notre nation. C'est vrai que c'est beaucoup plus, je pense, marquant pour notamment les jeunes, lorsque ça s'incarne dans des figures qui ont une histoire qui s'est interrompue rapidement, comme c'est le cas pour les deux hommes qui sont entrés hier au Panthéon, ou une vie continue d'engagement, comme c'est le cas pour les deux femmes. Donc je crois que c'est très important de pouvoir incarner, matérialiser et symboliser notre histoire par des grandes trajectoires qui finalement sont très significatives. Est-ce que cette incarnation, c'est pas un peu ce qu'on oublie à l'école? Peut-être, je ne sais pas, peut-être faudrait-il accompagner le récit historique, le récit de la construction de la nation française, de parcours singuliers. Je pense que beaucoup d'enseignants le font déjà. On l'a à travers la littérature, on le fait à travers les cours d'histoire. Bien sûr, il y a toujours des figures qui sont très marquantes, qui peuvent Moins qu'avant. imprégner. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai une fille qui est au collège, par exemple. Je n'ai pas le sentiment que les cours d'histoire aient perdu cette incarnation dans des personnages historiques très, très marquants. Mais c'est vrai que la République a besoin d'héros et d'héroïnes et que c'est important de pouvoir, à travers le parcours singulier de personnages, de pouvoir peut-être mettre en valeur les principes de la République. Mais c'est ça qui fait le ciment de la nation? Je crois que ça fait partie de ce qui fait le ciment de la nation, oui. Des trajectoires exceptionnelles, mais qui peuvent inspirer tout un chacun. Quand Jean-Pierre Raffarin dit qu'il faut que François Hollande ferait mieux de s'occuper du chômage que de l'histoire, qu'est-ce que vous lui répondez? Il y a toujours des grognons qui pensent qu'on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Je crois que c'est important que le président de la République puisse à la fois montrer le lien qui existe entre notre histoire, notre patrimoine, notre histoire passée, l'histoire d'aujourd'hui et celle qui s'écrit pour demain. Et en même temps, bien entendu, rester extrêmement mobilisé sur le front de la lutte contre le chômage, sur toutes les priorités qui ont été les nôtres, celles de ces gouvernements depuis 2012 et qui restent bien évidemment extrêmement prégnantes dans notre action. Donc la mobilisation pour le chômage, pour la relance de l'économie, pour la reprise de la croissance, pour la responsabilité en matière de maîtrise des finances publiques. Tous ces objectifs-là qui étaient les nôtres en 2012, ils sont encore les nôtres aujourd'hui. Ils commencent d'ailleurs à produire des résultats qui sont peut-être encore trop faibles aujourd'hui, mais néanmoins tangibles. Et donc voilà, nous sommes mobilisés et je pense qu'un homme d'État sait faire plusieurs choses en même temps. Je passe à un sujet très différent. Vous lancez une opération Lire en short pour cet été. Ça va consister en quoi? Alors effectivement, je suis ravie d'avoir pu lancer cette opération cette semaine. C'est une grande fête de la lecture jeunesse parce que nous savons bien aujourd'hui que les jeunes sont de plus en plus sollicités par tout un tas de divertissements qui sont sur les écrans, qui sont des jeux vidéo, etc. Et je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir promouvoir la lecture jeunesse, mais sous un angle un peu décalé, en montrant que la littérature, c'est un plaisir et ça doit d'abord être un bonheur, une joie et une source d'émancipation personnelle. Donc lire en short volontairement décalé, un titre un peu décalé. Et l'idée, c'est d'apporter le livre aux jeunes, donc sur les plages, dans les campings, dans les colonies de vacances, dans des lieux un peu improbables, sur les aires d'autoroute. Donc faire en sorte que vraiment le livre aille à la rencontre de la jeunesse. Il y aura des opérations gratuites, il y aura des mises à disposition, des prêts, des dons aussi, parce que beaucoup de partenaires ont souhaité faire des dons et donner des livres aux jeunes, de la lecture publique, des marelles littéraires, des jeux, beaucoup de choses très festives qui montre vraiment que voilà, c'est pas une contrainte nouvelle, on ne force pas, on veut donner le plaisir de lire. Et c'est un peu le principe de ces quelques 600 opérations qui auront lieu entre le 17 et le 31 juillet. Beaucoup de librairies, de bibliothèques, d'artistes, d'auteurs, de dessinateurs se sont mobilisés, je les en remercie. Et je crois que ce sera une très très belle fête de la lecture jeunesse. Le service civique, il va avoir un volet culturel.
C'est important ? Oui, très important. On a panthéonisé des grandes figures de l'engagement, donc c'était important aussi de montrer que la République, c'est aussi ça, d'encourager les jeunes. C'est un grand aussi message du président de la République, que les jeunes qui veulent s'engager, ils sont très nombreux à le faire aujourd'hui, doivent pouvoir être encouragés à le faire. Donc développer le service civique dans la culture, ça me paraissait très important. J'ai signé avec Patrick Caner une convention qui prévoit un objectif de 16 000 jeunes en service civique culture dans les 2 prochaines années, très ambitieux. Et effectivement, avec 2 grands objectifs. D'abord, faciliter l'accès des populations qui sont les plus éloignées de la culture, précisément à la culture, avec la médiation et l'aide de ces services civiques. Et puis, travailler sur les valeurs de la République grâce à la culture. Donc, nous aurons ces 2 objectifs avec 16 000 jeunes qui pourront s'y consacrer dès l'année prochaine. Vous êtes aussi la ministre de la Communication. France Télévisions vient de changer de patronne. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette nouvelle patronne ? Vous savez, j'ai entrepris dès mon arrivée un travail pour que des grands objectifs, la vision que l'État actionnaire a du service public, afin de pouvoir éclairer les candidatures de ceux qui briguaient la présidence. Donc ce travail, il a été fait avant le processus de nomination, et par ce travail, le ministère de la Culture faire mieux avec moins. Le ministère de la Culture a exprimé ce qu'étaient ses grandes ambitions pour le service public. Alors bien sûr, il faudra faire attention aux ressources, parce que vous savez, les Français qui sont ceux qui payent la redevance audiovisuelle souhaitent aussi que leur argent soit bien employé. Et évidemment, est-ce que ça veut dire des effectifs en moins ? Ça ne veut pas dire des effectifs en moins, mais ça veut dire déjà des ambitions qui doivent être réaffirmées. Moi, j'ai exprimé mon ambition. Je crois qu'il y a vraiment un travail à faire pour reconquérir le public jeune. Ça peut être sur Internet, mais c'est important d'y travailler. Reconquérir aussi une place déterminante dans la création. Faire en sorte que France Télévisions soit un aiguillon de la création en matière de fiction, par exemple, mais aussi en termes de programmes de flux, de nouveaux modèles d'émissions. Donc, un certain nombre d'ambitions qui ont été exprimées et avant même le processus de nomination, et dont la nouvelle présidente devra bien entendu s'inspirer pour proposer sa propre vision de l'entreprise. Ensuite, si vous faites allusion à des articles qui sont sortis dans la presse, il n'y a pas dans le cahier des charges de la présidente de France Télévisions la nécessité de couper drastiquement dans les effectifs. Ça ne fait pas partie des orientations que j'ai données. Bien sûr, il faudra, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, avoir une gestion responsable des deniers publics. C'est naturel et c'est ce que les Français attendent de nous. Mais en tout cas, ce qui est sorti dans la presse ne correspondait ni à une commande du ministère de l'Économie et des Finances, ni à une commande du ministère de la Culture. Voilà, donc il ne faut pas y prêter plus d'attention que cela. Merci. Merci. William ? Oui, merci beaucoup. On va passer dans quelques instants à l'actualité.